BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce mercredi soir. Quel plaisir de vous retrouver, bienvenue. Bienvenue chez nous, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne et sur BFM Business. Vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h, pour refaire la tech et débriefer toute l'actu tech du jour. Et croyez-moi, encore ce soir, elle est plutôt sympa. Avec au sommaire ce soir, dans Tech & Co, la quotidienne, on va revenir sur cette volonté de l'Europe de couper les cordons des télécoms chinois. Alors c'est une vieille histoire, mais qui revient sur le devant de la scène. On va en parler dans un instant. Toujours télécom, toujours chinois, c'est OnePlus, le fabricant de smartphones qui visiblement ne va pas bien et pourrait même disparaître. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis on reviendra encore une fois sur le CES 2026 avec à la fois les annonces de Lenovo qui poussent les PC vers l'IA à fond, et puis TCL qui viendra nous présenter tout à l'heure, entre autres, ces nouvelles télés. Puis ça tombe bien puisque l'actualité du côté de TCL s'impacte avec Sony, puisque ça a été annoncé hier, vous le savez. TCL fabriquera dans quelques mois de cela les prochaines télé Sony. On posera la question à notre porte-parole qui sera là tout à l'heure. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir, attention du beau monde, un peu comme chaque soir bien sûr, mais là c'est pas mal quand même. Il est avec nous, ça fait plaisir de revoir Clément David. Salut Clément. Salut. Happy New Year, comme on dit. On s'est pas vu encore, bonne année. C'est ça. Ça va être une super année, ça va être très chouette. Ouais, tu crois ? Ça commence fort. Ça commence bien, il s'est quasiment rien passé, on peut démarrer au calme. On est tranquille, cool. Voilà, on aurait pu être sur une île déserte à la cool. Clément David qui est président de Theodo Cloud. À tes côtés, c'est Jean-Baptiste Kempf qui est là. Salut Jean-Baptiste. Salut. Il était avec nous au CES et il revient, et il n'est pas content. C'est le fondateur de Kyber, ta nouvelle boîte. Oui. Voilà. On parlera bientôt. Qui essaie de faire comprendre aux robots l'intelligence artificielle, pour résumer au max, c'est ça ? Max. Au max. Tu auras peut-être tout à l'heure l'occasion de nous expliquer plus précisément. Et tu es surtout le co-créateur d'un logiciel que nous avons tous, depuis qu'on est petit, sur le PC, sur les smartphones, un peu partout. C'est VLC, voilà, ce lecteur open source totalement gratuit qui nous permet de lire tous les fichiers qui existent. Voilà, tu en es le co-créateur, c'est ça, on peut dire ? Président de l'assaut, je préfère, mais oui. Président d'assaut, voilà. Et puis tu es toujours actif. Toujours actif, et c'est probablement moi qui ai passé le plus de temps de ma vie sur ce logiciel. Français, le plus utilisé au monde et le moins rentable aussi. Et ça, c'est dingue cette histoire. Il faudra qu'un jour on en parle, tu viendras qu'on se concentre là-dessus, parce que c'est vrai que... c'est bien français, mais surtout... Non, mais c'est toi qui as voulu en plus. J'ai refusé des sommes d'argent astronomiques, ouais, on peut le dire. C'est intéressant, tu viendras nous raconter l'histoire un jour ? Mais quand tu veux, t'as qu'à m'inviter. Tiens, tu m'invites. T'as qu'à m'inviter plus souvent que ce que tu Moi, je vais t'inviter aussi. Et ben voilà, écoute, tu vas être sous les questions de Jérôme et de moi-même. Je le prends en premier, c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Prums, j'ai dit Prums. C'est pas vrai, ça fait un an j'ai dit Prums. Ça fait un an que j'en parle. Et Clément se dit, qu'est-ce que je fous là ? J'ai arrêté il y a longtemps, je viens parce qu'on m'oblige. Oui, c'est vrai. Chez Théodo, ils me disent, allez François, il est sympa, je dis pas tant. Et puis il a un bracelet en plus à la jambe et tout, pour qu'on le surveille, Clément. Ah ouais. C'est terrible. Bon, le Balkany. Le Balkany de la tech, voilà, ça y est, c'est plus le roi du cloud, c'est parti. On va loin là. C'est bien 2026. Ouais, on se recentre un petit peu et on va parler de Bruxelles qui passe à la vitesse supérieure en matière de cybersécurité et la commission qui propose d'imposer l'interdiction pure et simple des équipementiers chinois dans les infrastructures critiques. Alors jusque-là, il s'agissait d'une simple recommandation et si aucun nom n'a été cité par Bruxelles, évidemment Huawei et ZTE, les vilains petits canards, sont en première ligne. On écoute ce reportage de Evelyne Lefaou et on revient après, bien évidemment, disserter là-dessus. Cela faisait déjà plusieurs années que les deux fournisseurs étaient sur la sellette. Pourtant, depuis l'adoption en 2020 de la boîte à outils 5G mise en place pour bannir ces équipementiers, seule la moitié des pays européens l'ont adoptée. Cette fois-ci, Enna Virkkunen, commissaire chargée de la souveraineté technologique, ne veut pas leur laisser le choix. Nous disposons déjà d'un système, mais celui-ci n'a pas donné les résultats escomptés. Nous avons donc besoin d'un cadre plus dynamique, plus simple et plus efficace, car une cybermenace qui pèse sur un État membre est une menace pour tous.
La Chine est clairement en ligne de mire, mais Bruxelles n'exclut pas de s'en prendre à d'autres équipementiers. Une liste de pays à risque sera établie une fois la réglementation appliquée. Parmi les critères pris en compte, la présence d'incidents malveillants ou de campagnes de cyberattaque. Une fois les entités ciblées, les entreprises clientes auront dans la plupart des cas 3 ans pour s'en débarrasser. La proposition de la Commission doit encore être approuvée par les États membres et le Parlement. Certains pays, comme la Hongrie ou l'Autriche, se montrent déjà réticents et craignent un surcoût pour les opérateurs. Alors cette histoire de vouloir bannir les équipementiers télécoms Huawei, ZTE, ça fait des années qu'on en parle. Hein. D'ailleurs, il y avait eu une polémique il y a quelques temps de cela où même des opérateurs français avaient été obligés de démonter les antennes Huawei, je m'en souviens, parce que le gouvernement ne voulait plus qu'elles soient en activité, en quelque sorte. Donc voilà, cette histoire revient. Là, on parle, on va dire, des endroits critiques en fait des télécoms. Mais qu'est-ce que c'est que des endroits critiques? Je sais pas. C'est large, hein. C'est la fibre, c'est la 5G. Mais ça peut être les data centers, ça peut être en fait n'importe où. Les endroits critiques, il y en a partout. Qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté de faire partir les Chinois on va dire des cœurs de réseau européens? Moi, je trouve que c'est une bonne chose en fait. Ce qu'il faut comprendre, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, c'est que la 5G, c'est pas juste une succession. On a fait 3G, 4G. La 5G, en fait, il y a des améliorations de débit et de latence, mais il y a surtout un changement de l'architecture des réseaux. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait appeler la 5G un peu de la Smart 4G, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments actifs qui te permettent de faire, par exemple, du roaming, du dual pass, c'est-à-dire qu'en fait, tes données, ton téléphone, il va sur 2 antennes en même temps pour augmenter. Et donc, ça demande en fait beaucoup d'éléments actifs, c'est-à-dire des serveurs au niveau du cœur de réseau. Alors que les enseignes 4G, en fait, c'est un peu résumé, mais c'était un peu juste des antennes, en fait, des grosses bornes Wi-Fi. Là, il y a de l'intelligence derrière le réseau. Il y a énormément d'intelligence dans la 5G, et d'ailleurs, beaucoup de choses n'ont pas été déployées. C'est-à-dire que la norme 5G te permet de faire beaucoup de choses, et petit à petit. Et donc, en fait, et tu t'es rendu compte qu'il y a énormément de logiciels pour faire des bornes 5G, une infrastructure 5G qui n'est pas juste les bornes 5G. Et donc, résultat, c'est toujours le même problème. C'est un peu comme le problème du cloud, des clouds américains ou chinois. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ce logiciel. Donc, c'est un endroit où, justement, pour espionner les communications ou récupérer des informations, tu es vraiment au cœur des données. Et puis surtout, quand tu es sur la borne, en fait, comme c'est la borne qui chiffre pour ton téléphone, ou ton téléphone chiffre pour le cœur de réseau, si tu es au cœur de réseau, en fait, tu as la clé, donc tu peux avoir tout en clair. Et donc, malheureusement, je trouve que ça arrive un peu tard, et je comprends très bien qu'on le fasse, surtout là, dans un contexte géopolitique un peu tendu. Oui, un peu tendu. En fait, il faut quand même rappeler pourquoi l'Europe veut faire ça. C'est pour les raisons qui avaient déjà été avancées par les États-Unis, par Trump notamment, il y a très longtemps, c'était en 2019, je crois. C'est la crainte d'espionnage, c'est la crainte d'interception de flux, c'est la crainte de sabotage, entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que la géopolitique peut prendre la voie de pression, alors pour Trump, c'est les droits de douane, mais demain, si nos relations se tendent avec les Chinois, ça peut être des actions sur les télécoms. Donc c'est aussi pour restreindre les moyens de pression éventuels dans le cas où la situation deviendrait plus dure. C'est pas finalement avec les Chinois à ce jour que c'est le plus chaud, mais on sait qu'il y a des conflits possibles dans le futur. Donc ça, c'est le pourquoi. Après, le comment est beaucoup plus compliqué, et c'est peut-être pour ça que la Commission se fait maintenant, c'est qu'elle sait que ça ne va pas être simple. Nous, la France, comme tu l'as dit, on a pris un peu des précautions. Il n'y a pas beaucoup de systèmes Huawei et ZTE en France. Ça a été assez circonscrit, ça a été exclu des cœurs de réseau. Même s'il en reste encore, je crois. Oui, bien sûr, il en reste, mais c'est moins stratégique que il y a des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et les Pays-Bas, où ils sont à plus de 50% d'équipements qui viennent de ces fabricants-là. Et finalement, cette mesure viserait plus les autres pays européens que nous-mêmes. Ah oui, absolument. C'est pas la France qui mais pour remplacer tout ça, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et qui payent, ce sont les opérateurs télécoms qui en ont marre de mettre la main à la poche, quoi, finalement. Oui, puis l'Europe a chiffré pour équiper tout le monde, pour que la couverture 5G soit correcte sur toute l'Europe, 200 milliards d'euros. Il faut les sortir. Mais alors, tu parles quoi? De remplacer le matériel existant Huawei
ou ZTE Exactement. par du Ericsson, parce que c'est ça qui est rageant au plus. C'est qu'on on a les acteurs européens. Nokia et Ericsson, hein, quand même. Hein. Oui, mais alors c'est toujours Mais alors, quand tu pareil. discutes avec des spécialistes, je ne sais pas si vous avez eu le même vent que moi, mais il paraît que Huawei est quand même vachement meilleur. Et moins Très bons, cher. ils sont moins chers. Et moins cher. Ils sont moins chers. En fait, c'est la même discussion. Tu vois, sur ce plateau, Ils investissent énormément en recherche et développement. sur ce plateau, c'est excité. C'était la même chose avec Starlink. On disait quand même, Starlink, c'est inutile. Pourquoi on en aurait besoin? Chez nous, on avait Telsat. Tu vois, en fait, oui, évidemment, on a des solutions en Europe, mais si Huawei a gagné des appels d'offres, il y a une raison. Tu vois, c'est que d'abord, c'est la tech chinoise de très haut niveau. Ils sont très bons en installation. Ils sont pas très chers. Leurs produits sont quand même, en termes de performance, de l'impression, je suis pas un spécialiste du secteur, mais quand j'ai été regarder un peu où ils avaient gagné, pourquoi, en fait, ils sont quand même globalement meilleurs, ils sont plus pointus. C'est aussi ce côté un peu systématique de, va y avoir de l'argent à réinvestir, mais ça veut dire qu'il va falloir accepter d'avoir, pour certaines installations, ce qui se fait de pas de mieux dans le monde. Et donc, il y a quand même un choix déjà financier et un choix de compétitivité. C'est pas juste, c'est vrai, après, on est tous contents qu'il n'y ait pas les Chinois. Je vais te dire, quand on dit on ne sait pas ce qu'il y a dedans, la vérité, c'est qu'on sait très bien ce qu'il y a dedans et on sait très bien comment ils fonctionnent. Et c'est la Chine en plus, tu vois. On va pas dire des trucs qu'on n'a pas le droit de dire à la télé, mais à un moment, ça a un prix en termes d'argent, mais surtout de compétitivité qui est quand même assez violent. Et c'est les entreprises qui payent. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut déjà arriver à démanteler tous les réseaux des télécoms? Parce que comme le disait Jérôme, ça va coûter beaucoup d'argent. Tu disais, l'Allemagne, 50% des équipements qui sont chinois. Plus de 50%. Voilà, qui va payer? Et d'ailleurs, je me souviens que quand ce débat avait été lancé en France, c'était en fait même les opérateurs avaient interpellé l'État en disant « Ok, vous voulez qu'on enlève les équipements Huawei, mais c'est vous qui allez payer. » Parce que, franchement, vous auriez peut-être pu nous le dire avant. C'était au tout début de la 5G. Moi, je me souviens très bien de tout ça. Hein. Et Huawei communiquait énormément sur la 5G. Et je pense même casser les prix pour étaler son réseau un peu partout, tu vois, parce qu'ils en avaient les moyens. La taille du stand de Huawei au Mobile World Congress de Barcelone. Et c'est carrément un hall. C'était un hall entier. L'année dernière, moi j'y suis allé, j'ai halluciné, c'était un hall entier, et cette année ça va être encore le cas. Mais légalement, moi j'ai quand même une question un peu légale. Quand tu dis ça, il se passe quoi? C'est-à-dire que l'équipement, t'en fais quoi? Tu l'éteins? T'as le droit tu le rends à Huawei, tu le revends où ça? Je sais pas, est-ce qu'il le loue, est-ce qu'il l'achète? D'occasion. Tu le vends d'occasion, mais à qui? Parce que t'as plus de marché en Europe, quoi. Sur le bon Non, mais il n'y a pas que l'Europe. Donc ça veut dire que tu le revends en Amérique du Sud, en Afrique. Oui, il y a des pays qui sont moins suspicieux vis-à-vis de la Chine. Hein, J'imagine sur le bon coin, 20 antennes 5G peu servies. Non, mais après. Bon, elle est chinoise, mais bon, tu dis, c'est une entreprise. L'idée, c'est que ça devienne obligatoire dans 3 ans. Donc, il y a un peu de marge et c'est une prise de conscience. C'est que les opérateurs, les États concernés commencent à se dire « Ah oui, tiens, il y a peut-être un problème, on va essayer de s'en soucier. » Et comme tu l'as dit, la France, finalement, on a pris le train assez vite. Oui. Et tant mieux. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas fait comme ça. Voilà, bon, c'est Nokia et Ericsson qui doivent commencer à se frotter les mains parce qu'ils doivent se dire OK. Alors, juste comme ça, moi je vais quand même faire une petite pub pour une société française qui s'appelle Amarisoft, qui est une petite société qui fait des petites stacks 5G et donc de la compétence 5G, il y en a aussi en France. Voilà, il faudra que tu invites des gens de Amarisoft, bien sûr, une fois ici. Le mec, il fait la prograde de l'émission. Je sais même pas. Alors, je suis pas actionnaire, je ne connais pas. Voilà, je sais juste qu'il y a des super boîtes en télécom en France et qu'il faut les mettre en avant. C'était la page de pub de Jean-Baptiste Attal sur BFM Business. Merci beaucoup. Non, mais t'as raison. Attends, s'ils sont bons, autant y aller à fond, hein, c'est clair. C'est sûr que c'est intéressant. Dans l'actualité, on reste dans les télécoms, toujours du côté de la Chine. Est-ce que vous connaissez le constructeur de smartphone OnePlus? Évidemment. Qui lève tout le monde lève la main. OK, on est bon. On est un peu dans la cible. J'en ai eu en plus. Hein. Bien sûr. Très bon smartphone. On est la cible de ces smartphones, en fait. Oui, c'est vrai, vous êtes un peu geek et tout, un petit peu comme ça. Voilà. Et on se souvient en plus du fondateur de comment s'appelle-t-il? C'est Carl Payne? Carl Payne, qui était le fondateur surtout à façade marketing de l'entreprise. Voilà, mais qui était un génie du buzz. Ouais. Et on se souvient que les premiers téléphones OnePlus étaient vendus sur les réseaux sociaux. Il y en avait très peu. Il y avait des listes d'attente. Ils étaient numérotés. Moi, pour l'acheter, tu devais casser ton téléphone aussi. Il y avait une campagne où tu pouvais acheter un OnePlus si tu pétais ton téléphone et que tu montrais que tu pouvais prouver que tu avais pété ton téléphone avant.
C'était un peu débile quand même. Ça marchait très bien. Et ça marchait très bien, forcément. Et je me souviens, ce téléphone était ultra puissant, très bon rapport qualité-prix, avec un Android pur, comme on dit. C'est ça, peu de surcouche. Peu de surcouche, qui fait que ça plaisait aux geeks, parce qu'ils pouvaient bidouiller comme ils voulaient. Et puis, ils faisaient comme ça avec Samsung, enfin, tous ces trucs-là. Ça a bien marché pendant un moment. Et là, visiblement, on évoque l'arrêt carrément de OnePlus. Ouais, mais ils sont déjà morts depuis longtemps, OnePlus. En fait, la vérité, c'est que le OnePlus que tu as aujourd'hui sur le marché n'est pas du tout OnePlus, qui a fait que les geekos, comme les personnes qui sont sur cette table, ont acheté des OnePlus. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès de OnePlus... Enfin, ils sont de ce côté de la table. Pas partout, ouais. Mais en fait, OnePlus, pourquoi ça marche ? C'est BBK derrière, c'est le plus gros fabricant mondial de smartphones. C'est Oppo, c'est Realme. C'est Vivo aussi. C'est Vivo aussi. Ouais, c'est un groupe. OnePlus n'est qu'une marque d'un groupe. Exactement. Mais en revanche, c'était cette marque qui était ce qu'on appelait un flagship killer, c'est-à-dire que pour un tiers du prix, même pas d'un iPhone, tu avais un truc avec un écran super bien foutu pour le gaming, des processeurs qui étaient canons, etc. Un téléphone de très très bonne qualité. C'était marketé pour l'Europe, contrairement à tous, on parle quand même de 2015 ou un truc comme ça, tu vois. Marketé pour l'Europe avec des campagnes RP adaptées à l'Europe, des tests utilisateurs super bien foutus chez nous, avec un Android où tu pouvais bidouiller, etc. Et où ils avaient une cible très très précise et très bien il y avait ce culte de la rareté, en fait. Exactement. Pour en avoir, c'était compliqué. Et puis ils avaient le marché indien. Ils ont cartonné le marché indien, parce que historiquement, le marché indien, c'est là où toutes les boîtes chinoises refourguent leurs téléphones un peu datés ou bas de gamme, etc. Et ils avaient... Alors que c'est un marché très pointu sur la tech, beaucoup plus que la France, tu vois, le niveau moyen de compréhension de la tech, et où ils avaient vraiment marketé ça pour l'Inde. Ils envoyaient des téléphones de très bonne qualité. Carl faisait des lancements dans des stades entiers en Inde, etc., etc. Et donc, ils s'étaient assuré un succès de malade. Moi, je me souviens, il fallait avoir une invitation pour aller aux présentations OnePlus. Et tu repartais avec un tote bag, tu dormais pas de la nuit, tellement t'étais excité. Mais c'est vrai que le marketing était très bon. C'était quoi l'époque 01net, etc. Mais c'était des bons produits. C'était pas que du marketing. J'en avais donné à ma mère, elle l'a gardé des années. Il a jamais eu de problème. D'ailleurs, Carl Pei l'avait appelé ta mère directement pour lui demander si non, après, quand je lui ai donné un iPhone à la place, elle m'a engueulé. Comme quoi, hein. Mais surtout, en fait, et très tôt, en fait, ils ont eu une gamme qui était compréhensible. Moi, ce qui m'énerve toujours dans la tech, c'est toutes ces gammes incompréhensibles avec des noms, des J, des CAM, etc. OnePlus, c'était très, très facile à comprendre. Et puis, tu avais la sensation un peu de luxe et de rareté qui était vraiment bien fait, et ça marchait bien. Par contre, c'est vrai qu'il y avait très très peu d'équipes logicielles, parce qu'en fait c'est quasiment un Android classique, et les choix étaient faits, donc résultat ils permettaient de leur couper les prix. Puis maintenant petit à petit ils ont arrêté, et c'était juste des Oppo rebrandés. En fait maintenant c'est une marque blanche pour Oppo, tu vois. Donc, et d'ailleurs quand tu te baladais à Shenzhen dans leurs locaux, dans le locaux de BBK en 2015-2016, tu croisais des Brésiliens, tu croisais des Européens partout. En fait eux ils ont un peu une trajectoire à la DJI, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure ils ont complètement remplacer les équipes européennes, ou en tout cas des occidentaux qui travaillaient pour eux, par des équipes chinoises pures. Ils ont finalement abandonné toute la partie RP, toute la partie marketing historique pour refaire du Oppo-like, etc., etc. En fait, ils se sont assagis. En fait, tous les fondateurs, entre guillemets... Toutes ces granularités, enfin, toutes les aspérités qu'il y avait disparaissent. Mais parce que les fondateurs sont partis. Tu vois, Carl, par exemple, il est parti, je crois, il y a eu une grosse guerre des chefs. En 2018, il est parti, finalement, un an après, il a monté sa marque Nothing, une marque sino-anglaise, etc. Et finalement, c'est devenu une marque un peu comme les autres. Mais il n'y a pas besoin dans le secteur chinois d'une marque comme les autres. Ils ont déjà 50 000 qui font très bien. Et puis quand même, il faut rappeler que les marges sur les smartphones, elles ne sont pas aussi importantes. Ça a toujours été quand même très compliqué. Je rappelle que quand même, quand on regarde le volume de chiffre d'affaires, mais surtout le volume de marge, il y a quand même Apple et Samsung, enfin, surtout Apple, et puis quand même Samsung qui prennent beaucoup de la part des marges, et qu'il y a quand même une compétition assez forte qui fait que beaucoup de ces devices sont difficiles à dégager des marges. Donc en fait, d'avoir beaucoup de marques disparaissent et sont standardisées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre actualité qui vient un peu se fracasser contre celle-ci, c'est que l'autre cofondateur de OnePlus, qui s'appelle Pete Lowe, serait en mandat d'arrêt. En fait, Taïwan aurait émis un mandat d'arrêt contre lui, parce qu'il aurait fait un truc qui est complètement interdit. Il aurait recruté, rappelons que OnePlus, c'est une boîte chinoise, il aurait recruté des ingénieurs taïwanais pour les faire travailler de manière un peu en soum-soum pour OnePlus. Et ça, Taïwan, qui est évidemment a des restrictions et très réglementé là-dessus, a vu ça, et donc ce gars-là, il y aurait un mandat d'arrêt contre lui, quoi. Donc ça rajoute encore ce truc-là. Je me demande si
Ça, plus l'explosion des coûts de la mémoire, etc. Ouais. BBK a dû se dire, OK, OnePlus... Ils sont un peu fâchés avec la légalité OnePlus. Hein. Quand ils ont... Un des moves, c'est qu'ils ont fermé, il n'y a quasiment plus personne à Londres, ils avaient ouvert le bureau de Paris, fermé quasiment dans la foulée, ils ne s'étaient pas embarrassés avec le droit du travail français. Ils ont mais ça, c'était pas les seuls. Il y avait Oppo aussi qui avait fait ça, et Realme. Mais maison mère, c'est la culture. Bien sûr. Et il y a quand même ce truc de les brevets, ils ont aussi pris des procès en veux-tu en voilà sur des brevets qui n'auraient pas été respectés de leurs concurrents, etc. Enfin, c'est quand même une sacrée marque de pirate aussi. Hein. Ils avaient un côté pirate, c'est ce qui a contribué aussi à leur succès, bien sûr. à leur marketing. Oui, mais... C'était moins lisse que Samsung, Apple, etc. Voilà, exactement, mais ça n'a pas suffi, visiblement. Parce que c'est quand même parce qu'ils n'en vendaient pas assez qu'ils mettaient les pieds sous la porte. Bon. Écoutez, on verra si OnePlus va rejoindre le cimetière des... Ils ont dit que non cet après-midi. Oui, mais bon. Ça vaut ce que ça vaut. On verra bien. Ouais, c'est démenti en plus. Hein. Ouais, c'est démenti. C'est démenti. Mais malgré tout, voilà, on verra bien. Dans l'actualité, on va parler d'OpenAI. Ça faisait au moins 24 heures qu'on n'avait pas évoqué l'actualité d'OpenAI avec cette petite rumeur qui commence à gonfler concernant le futur produit hardware d'OpenAI qui pourrait arriver au cours du second semestre 2026. Rappelons que parmi tous les projets qu'a OpenAI, c'est d'inventer peut-être le smartphone de demain, une espèce d'interface entre l'homme et l'intelligence artificielle, quelque chose que l'on porterait, qui enregistrerait tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, et le contexte aussi pour faire quoi, on ne sait pas trop. Hein. Mais en tous les cas, Jonathan Ive travaille là-dessus avec Sam Altman. Ça fait le buzz, parce que Jonathan Ive, c'est pas n'importe qui. C'est quand même l'une des chevilles ouvrières du design d'Apple à la grande époque, hein, qui était main dans la main avec Steve Jobs. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous pensez que cette histoire de produit hardware OpenAI, c'est du bullshit ou pas ? C'est absolument pas du bullshit, mais c'est absolument pas une problématique de hardware. C'est-à-dire que comment on dit en français, lazy narrative, le narratif... JB, il a fait comme ça quand t'as parlé. Ok, je suis d'accord avec lui. Le narratif un peu fainéant, c'est de dire ils veulent devenir le nouveau Apple et lancer des lunettes connectées. En fait, on s'en fiche complètement. C'est une problématique purement IA de contrôle de couche. En fait, ils sont dans une situation un peu paradoxale. OpenAI, c'est-à-dire qu'ils sont leaders technologiques, c'est le nom que tout le monde connaît, ils ont un des meilleurs modèles du monde, etc. Simplement, le souci, c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'infrastructure, où ils sont très dépendants, premièrement, de Microsoft, et puis là, ils ont signé un deal avec AWS. Et au-dessus, ils n'ont pas l'interface utilisateur, puisque pour l'instant, ils sont dépendants du store. Donc en fait, il faut un moment qu'ils arrivent à sortir de cet étau. Et là, manifestement, ce qu'ils disent avec ce move-là, où ils disent, OK, potentiellement, ils ont racheté la boîte du mec, donc c'est assez sérieux. L'idée, c'est de se dire, on va nous sortir par le haut, plutôt côté utilisateur, et on va essayer de capter l'enjeu clé qui est l'intention. Le moment où, avant de décider ce que veut faire la personne, on va parler directement à l'utilisateur quand il réfléchit, quand il se pose des questions, quand il se renseigne. Et en fait, ils veulent faire avec ça, et donc via, par exemple, des wearables, mais ce n'est pas la seule option qu'ils ont. Il y a toute cette problématique de faire ce qu'a fait Google avec son moteur de recherche. C'est-à-dire que Google, l'intérêt, ce n'était pas le moteur de recherche, c'est qu'il parlait aux gens avant que les gens aient décidé. Donc, tu influences, tu recommandes, etc. Et c'est là qu'en fait, tu captes la valeur ajoutée. Après, c'est trop tard. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire pour OpenAI, comment est-ce qu'on n'est pas juste un super modèle ? Comment est-ce qu'on ne fait pas que interagir avec des gens ? Si on bypass iOS, on bypass Android, en direct, sans être dépendant de personne, on arrive à capter l'intention de l'utilisateur parce que c'est là qu'on va pouvoir vendre quelque chose de cher derrière. Je ne sais pas si c'est clair. Quelle démonstration. Alors, non, mais franchement, là, ce début d'année 2026, il est éblouissant. Mais il y a quand même une annonce il n'y a pas très longtemps, hein, c'est que Apple va quand même utiliser Gemini. Ou Gemini. Et donc, en fait, tu te rends bien compte que finalement, Google, qui s'est réveillé tard, mais qui exécute bien, tout d'un coup, va avoir énormément de plus d'utilisateurs que ChatGPT en un truc. Et donc, OpenAI a bien analysé le fait que, n'ayant pas un accès direct à la plupart des utilisateurs, il y a un risque, parce que ton interaction naturelle avec ton assistant IA, c'est quand même à travers ton téléphone. Ouais, alors, sauf que l'histoire d'Apple et Google, c'est postérieur à l'annonce du device d'OpenAI. Alors, ça reste cohérent, je suis d'accord, mais peut-être qu'il l'avait flairé, qu'il l'avait senti. Hein. Il se doutait qu'il allait se passer quelque chose comme ça, qu'en tout cas, Apple, le jour où Apple véritablement arriverait à implémenter de manière intelligente de l'IA,
l'IA et de manière efficace, effectivement, eux, ils perdraient un peu d'intérêt parce qu'ils n'ont pas... Alors moi, je ne ferai pas la même brillante démonstration que toi, mais je vois plus du côté utilisateur, on a un peu l'impression qu'OpenAI... Enfin, les autres, c'est des machines où il y a un peu de cerveau. Apple, il n'y a quasiment pas de cerveau, Siri est idiot. Électroencéphalogramme plat. Non, mais c'est vrai. Mais voilà. Et à l'inverse, OpenAI, c'est le super cerveau, mais il n'y a pas de corps. Il n'y a rien. Enfin, si, tu as ton smartphone, tu as ton ordi, mais il n'y a rien qui soit attaché à la Disons qu'il a une personnalité passerelle d'OpenAI. concurrente, si tu veux. C'est-à-dire Oui, qu'il non, est... mais c'est tout à fait cohérent avec ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que c'est dans un cadre de business, ils n'ont pas la brique qui les relie à l'utilisateur, la brique hardware. Donc, c'est ça qui leur manque. Et c'est malin d'aller là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça va être ? Tu disais peut-être un concurrent de smartphone. Ouais, c'est vrai qu'on avait dit ça au début. Moi, franchement, j'en doute parce qu'à ce moment-là, tu sors un smartphone. Mais en revanche, ça peut être concurrent de... Comment ? Ça parle de casque connecté, j'ai l'impression. Ah, mais les paris sont ouverts. Alors, il y a des stylos, il y a un stylo, il y a des AirPods, enfin un truc qui ressemblera à des AirPods. Tout ce que tu veux. Moi, je parierais bien sur l'oreillette. Ouais, je moi sais pas. aussi. Moi aussi, je parie bien sur... Parce que il faut que ce soit... L'interface, il faut que ce soit le visuel, l'image, les doigts. Donc ça, c'est des lunettes ? Ça, c'est des lunettes ou un smartphone. Ou bien le vocal, ou la voix. Et la voix, c'est déjà une interface pour ChatGPT. Une interface super efficace, en plus. Pas dans toutes les circonstances, mais très bien efficace. pratique. Et du coup, l'écouteur, c'est pas mal. Tu as toujours ce truc-là à l'oreille, tu peux lui poser... Mais est-ce que tu te verrais porter 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais toute la journée des écouteurs ? Bah écoute, s'il te rend service, chaud quand même, non ? s'il répond à toutes tes questions, aussi bien de travail que vie personnelle, que de pratique sur une recette de cuisine et autres, pourquoi pas ? Tu n'es pas obligé de l'avoir tout le temps, mais tu l'as sur le bureau, tu l'attrapes, tu la mets, etc. C'est exactement Her. C'est le film. Ouais, ok. Her. Mais bon, au-delà des fantasmes qu'on a tous, on sait très bien qu'en autonomie, on n'y arrivera pas. Hein. Je veux dire, c'est pas en te mettant des petits écouteurs le matin qui tiendront jusqu'au soir en termes de batterie. Ça, c'est pas possible. Hein. On le voit. Non, mais regarde, tu prends les AirPods, ça se recharge en 20 minutes, tu les remets dans leur étui. Ouais, mais d'accord, mais tu casses quand même une espèce de comment dirais-je, de fluidité. Oui, mais ça, c'est pour répondre à ta question, tu vas peut-être pas garder ton écouteur tout le temps, 24/24. C'est sûr. Ok. Mais c'est facile à mettre. Mais alors, quel est l'intérêt de ce produit-là ? Je te pousse dans tes retranchements. Quel est l'intérêt de ce truc-là par rapport à des AirPods ? Mais t'as ChatGPT dedans. Ouais, mais dans les AirPods, tu pourras avoir ChatGPT. Bah, tu l'as pas sans smartphone. Mais là, tu veux dire que tu n'aurais pas de smartphone ? Bah, tu aurais de la 5G, tu aurais une batterie, tu aurais un truc. Non, ça tient pas, Jérôme, je suis désolé. Non. Donc toi, tu votes quoi ? Les lunettes ? Ou alors les lunettes un truc non, mais moi, sur le franchement, sincèrement, je ne vois pas du tout où ils veulent aller. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le point d'entrée de tous ces objets connectés, c'est le smartphone. Okay ? Il faudra toujours un smartphone. Donc après, tout a été inventé déjà. Meta a inventé les lunettes. Apple a inventé les écouteurs. Surtout Meta qui a inventé les lunettes. Hein. Ouais, mais bon, enfin, en tout cas, Snap, mais quand tu vois où il y a Snap aussi, enfin inventé, je veux dire, a rendu grand public les lunettes connectées. Franchement, ça va servir à quoi ? Aujourd'hui, tu peux mettre ChatGPT sur tes Meta Ray-Ban, ok ? Ça sert à quoi ? D'inventer un nouveau produit qui sera lui-même connecté à un produit qui sera concurrent avec un OS qui sera iOS ou Android. Je vois pas l'intérêt. Bah, je crois que c'est toi-même, mon cher François, qui, lors d'une conversation privée qu'on a eue à Las Vegas il n'y a pas très longtemps, tu me disais que l'une des interrogations quand même des gens de Meta et des fournisseurs de lunettes connectées, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie de porter des lunettes. Mais bien sûr, mais ça peut être une paire de lunettes, ça peut être des écouteurs, comme tu dis, ça peut être un stylo, ça peut être, comme on a vu à la présentation de Lenovo, une espèce de pendentif qui est là comme ça. Comme le iPin ou un truc tu comme vois, ça. Bien sûr. Non, mais oui, ça peut être un truc comme ça. On peut se retrouver avec un écosystème d'objets et tu choisis celui qui te correspond le mieux. Ça peut être un mixte, un truc que tu mets sur le bureau et tu décroches comme un téléphone. Ma question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier pour qu'on en reparle ? Parce que, en fait, finalement, on ne sait pas grand-chose. Non, mais attendez, juste. Parce qu'il y a eu une fuite. Chut. Une petite pause. Parce que là, je vais me faire engueuler par Fabien. Si, on a la réponse. Je vais me faire engueuler dans l'oreillette, justement. Et croyez-moi, cette oreillette, il n'y a pas que de l'IA dedans. Hein. Il y a des trucs parfois qui ne sont pas jolis, qu'on peut entendre. Donc, on va faire une petite pause. On revient et on va justement développer la suite de l'actu de tout ça. C'est que, visiblement, OpenAI pourra sortir un produit. Enfin, en tout cas, montrer un produit d'ici la fin de l'année. A tout de suite, c'est Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Jusqu'à 20h30, on débriefe l'actu avec ce soir Jean-Baptiste Kienf, qui est le fondateur de Kyber, le co-créateur de VLC. À ses côtés, Clément David, président de Théodo Cloud, et Jérôme Colombin, journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Tous les jours, téléchargez-vous un bout de Jérôme. T'es invité, toi, de temps en temps, il renvoie l'ascenseur un peu Oui, bien sûr, Oui, qu'il renvoie bien sûr. l'ascenseur. Tous les mois, en évidemment. guest star. Allez, là. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'ascenseur entre nous. Franchement, on prend toujours les escaliers, c'est pour ça qu'on est en forme. Waouh. Là, les passages secrets. Messieurs, on poursuit justement sur ce qu'on avait commencé d'évoquer avant la pause. Eh bien, c'est OpenAI qui serait eh bien, sur le point de présenter en fait ce premier objet. Sur le point de présenter. Sur le point, à la fin de l'année, on va dire. Ben voilà, mais ça va vite. Attends, voilà. Oui, c'est vrai que c'est. Dans l'IA, c'est loin. Fin d'année, c'est dans 10 mois. Hein, c'est loin. Ah Hein. oui. Ah, vous avez décidé de m'embêter ce soir. Ah oui. C'est ça. Bah, faut pas. Non. Mais alors, T'as été très dur avec Jérôme. c'est vrai. Non, mais pour être plus sérieux, donc on aurait un appareil qui pourrait être présenté d'ici la fin de l'année, mais ça ne voudrait pas dire qu'il soit commercialisé dans la foulée. C'est-à-dire qu'il y aurait une présentation, un peu, tu sais, comme l'iPhone de Steve Jobs. Il le présente et il sort plusieurs mois après. Donc voilà. Bah, ils bossent dessus, là. Ça fait quoi? Ça Ça doit faire une petite année, non, ça je fait pense. 1 an déjà qu'ils ont fait leur petite vidéo Voilà. au coin du feu. Et alors, on a le fameux Ming-Chu Kuo, vous savez, le monsieur qui sait tout sur tout et qui arrive à Ming-Chu Kuo. Oui, mais il a dit qu'est-ce qui. C'est lui qui a leaké l'info. Il parle justement Ah, c'est de lui ça. qui a leaké l'info. Et il dit que la production de cet appareil devrait débuter en 2027 avec un assemblage et une expédition se faisant en dehors de la Chine dans l'espoir de réduire les problèmes géopolitiques. Et donc, ça veut dire qu'il fait ça bonne d'où, du chance. Vietnam ou de Ouais, l'Inde? Taïwan, peut-être. Ça réduit pas les problèmes géopolitiques d'envoyer quelque chose depuis Taïwan. C'est clair. En dehors de J'attends de voir quelle partie sera en dehors de la Chine, parce que. Bah, il y a quoi? Il y a la Malaisie, il y a le Vietnam aussi qui fabrique pas mal de. Ah, pour Je sais moi, que typiquement, Inde, Malaisie, les Vietnam. AirPods sont fabriqués au Vietnam. Ouais, mais. Enfin, ça dépend, en fait, ça dépend de la complexité de ce que tu essaies de. Exactement. Non, mais. Mais que ce sera peut-être pas hyper complexe, ce truc-là. Ouais. Alors voilà. Mais. Après, tu demandais pourquoi on en parle maintenant. Ouais. Donc, apparemment, c'est une fuite. Enfin, une fuite. C'est quelqu'un d'OpenAI interrogé à Davos. Ok. Je crois que c'est le directeur juridique d'OpenAI. Et il y a un journaliste qui a lui dit au fait, votre truc, là, ça sort quand? Fin d'année. Et hop, là, tout s'est emballé. Bon, et donc les bruits de couloir disent que ça pourrait ressembler ou un pendentif ou un appareil basé sur l'audio qui pourrait être une sorte d'enceinte. Donc oui, on passe quand même. Alexa. Ouais. Moi. C'est ça. Un truc, oui, un assistant sur le bureau et Ouais, mais d'accord. avec mais un écouteur que tu Ouais, déconnes. mais tu vas pas te balader avec ton assistant. Oui, c'est-à-dire que sur ton bureau, tu auras un assistant Ouais, et en mobilité, tu aurais un truc plus petit, comme par exemple des écouteurs, quoi. par exemple. Non, mais c'est peut-être le seul lien qu'on peut vraiment faire avec Apple, c'est ce côté, de toute façon, il va falloir créer une expérience. Il va falloir prendre un truc qui marche à moitié aujourd'hui, où tout le monde dit « ouais, mais l'usage n'est pas si démocratisé que ça », et arriver avec une nouvelle manière de faire, soit le produit, soit l'expérience que tu proposes, qui fait que ça deviendra quelque chose de naturel au quotidien. Bon, et à ce moment-là, c'est pas con de s'appuyer sur le mec qui a designé aussi l'expérience autour de l'iPhone. On verra. Mais il va falloir inventer un truc. Il y a une attente. Enfin, Ouais. on a tellement fait monter la mayonnaise que si ça révolutionne pas toute la tech, on sera déçu. Non, et puis derrière, il y a quand même une légende de la tech qui est Jonathan Ive qui, Oui, c'est ça. qui a fait rêver avec ses produits. Et tu sais, ça me fait penser, cette histoire-là, la dernière fois qu'on a fait mousser un produit comme ça, bien avant sa sortie, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le Segway, le truc, le machin avec les 2 roues, là, Oui, bien gyroscopique. sûr. Et je me demande, Dont le PDG est mort, justement, Ouais, parce qu'il est... mais bien c'est avant balèze, que ce quand même. soit annoncé, qu'on découvre ce produit-là, c'était pas Steve Jobs qui était allé découvrir ça et qui avait dit oh là là, on m'a montré quelque chose, c'est fantastique, quand ça va sortir, ça va révolutionner les déplacements en ville, etc. Et il y avait eu une attente incroyable autour de ce produit. Quand il est sorti, bon, tout le monde s'est un peu demandé à quoi ça pouvait servir. Cela dit, c'est sympa le Segway. Bon, Oui, c'est un sympa, petit peu du ça n'a truc. pas révolutionné les déplacements Non, en ville. et puis quand c'est même. dangereux quand même. C'est ça le problème, c'est que ça va vite. C'est un truc qu'il faut quand même bien peu comprendre comment d'équilibre, ça fonctionne, et etc., etc. Puisque nous sommes du côté d'OpenAI, on va y rester avec eh bien, un gros problème qu'OpenAI essaie de résoudre, c'est le contrôle parental.
et de pouvoir discerner le fait qui discute avec lui. Et on se souvient que, évidemment, l'image de OpenAI avait été entachée avec des suicides. On se souvient de cet adolescent qui s'était suicidé parce que OpenAI il avait plus ou moins fait comprendre que voilà. Il l'avait pas retenu en fait. Voilà, il l'avait pas retenu. Il avait dit on se voit de l'autre côté. Champion. Ouais, un truc citation bien gênant. Quoi. Cette citation est folle. On se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté. C'est ça qu'il lui a dit. Ouais. Franchement, celle-là, elle est violente. Et donc OpenAI sent quand même le vent tourner. Il se dit. S'il y en a un qui m'est tombé dessus, je vais en avoir d'autres. Donc, ils essaient, malgré tout, et c'est plutôt légitime, de trouver une parade pour essayer de comprendre qui est derrière cette IA, en fait, qui discute. Voilà. Est-ce que je suis un enfant qui se fait passer pour un ado ? Est-ce que je suis un ado qui se fait passer pour un adulte ? Est-ce que je suis... Enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et donc, OpenAI essaie de manière assez ingénieuse de développer un système pour déterminer l'âge de ses utilisateurs. Et ils font ça, alors je ne sais pas comment, mais d'après ce que j'ai compris, quand tu vas discuter avec ChatGPT, au bout d'un moment, de par ta manière de t'exprimer, de parler, il va savoir si tu es mineur ou non. Et alors... Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Aussi, je pense que sur les sujets, etc. Mais il n'y aura pas que ça, apparemment. Non, il n'y a pas que ça. Sur l'ancienneté du compte, sur les heures auxquelles il se connecte, sur effectivement les questions qu'il peut poser, etc. Mais c'est touchy parce que tu touches à la vie privée quand même. C'est l'enfer. Je ne crois pas une seconde, et vous allez me dire que je suis hyper cynique, que l'objectif, c'est de détecter les mineurs. Le but, c'est de vous faire accepter parce que Think of the Children, pensez les mineurs, pour vous catégoriser correctement sur tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles et votre genre, pour vous pousser les pubs qui sont absolument tailored for you. J'arrive pas à y croire que ce soit juste pour penser les enfants. C'est toujours le. Mais t'es d'accord ça peut être les deux. T'es d'accord que ce suicide de cet ado, c'est quand même une bombe à retardement pour OpenAI. Mais pas plus que sur Meta et sur tous les réseaux sociaux. Ils avaient réagi, mais c'est des choses qui vont arriver avec tout ce genre d'outils. Ils en profitent pour. En même temps qu'il y a les pubs, ça arrive en même temps, bizarrement. Moi, j'ai un petit côté un peu cynique qui fait qu'ils essayent de profiler intégralement leurs utilisateurs pour donner de la bonne pub. Et finalement, tu remarqueras que je suis sûr que c'est ce qui se passe directement chez les réseaux sociaux et aussi chez Google. Tu as ton compte, il sait en fait tes habitudes. Est-ce que tu vas plutôt sur jeuxvideo.com ou sur BFM Business ? J'espère que vous allez plus sur BFM Business que jeuxvideo.com. Est-ce que vous allez plus sur Reddit ? Quels sont les subreddits ? Et comme tu sais beaucoup de choses en fait avec les gens. Et profiler des utilisateurs, c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. D'ailleurs, sur jeuxvideo.com, des fois, il y a des discussions qui sont surréalistes. Quand même. Est-ce que tu connais le forum ? Alors, les 12-20. Alors, ça cartonne. Hein. Ce qui est très, très intéressant dans jeuxvideo.com, on rentre dans une parenthèse, mais c'est le forum de jeuxvideo.com qui n'a rien à voir avec jeuxvideo.com. Et avant, il y avait un autre un site web qui était le forum de hardware.fr, qui était hardware.fr, un truc vraiment de geek, de nerd. Et les discussions, c'était probablement un des endroits les plus ouverts, qui ressemblait le plus à Reddit finalement, en France. Et c'était juste le forum. C'est là où il y avait aussi, il y a eu les pires affaires. Et il y a eu les pires affaires. Attends, moi, c'est là que j'ai préparé mon concours d'école de commerce. On avait tous des comptes forum hardware, parce qu'en fait, t'as les mecs de toutes les années, pas du tout des geeks et tout, qui avaient documenté tous les examens, tous les trucs, tout préparé les entretiens, et t'avais 10 ans de discussion avec des mecs actifs tous les jours qui expliquaient qu'on s'entraidait alors qu'on ne savait pas écrire un truc sur un blog, tu vois. et j'ai jamais compris, moi, à titre personnel, comment le forum hardware s'est retrouvé comme ça, mais il se trouve que quand je suis allé à l'EM Lyon, voilà, après la fac de Nanterre, faut avouer. Et le truc, c'est, j'ai tout préparé, j'ai passé 1 an sur ce forum à y aller tous les jours pour préparer mes concours. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que... on referme la parenthèse là ou pas ? Oui, mais on referme la parenthèse. Ce qui arrive, c'est que si jamais, juste dans tes habitudes de connexion, tu vas sur le forum de jeuxvideo.com, je sais déjà que tu n'as pas plus de 35 ans à 90% du temps, tu vois. Et donc, en fait, ça te catégorise juste tes habitudes de connexion. Ou alors, c'est que tu cherches des gens de moins de 35 ans. Ça, c'est important. C'est encore plus vicieux. Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu vas pas avoir la façon dont tu interroges, la façon dont tu t'exprimes. Rien que, je suis désolé, mais la façon dont on voit des textos. En fait, il y a quelqu'un, je suis sûr que tu fais l'exercice. Quelqu'un t'envoie des textos, tu sais déjà si à la fin la personne a signé son nom, bon, ok, il a plus de 50 ans, tu vois. Et en fait, s'il met un point. S'il met des points, s'il met des. Et donc, en fait, catégoriser les gens, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense par rapport à tes interactions. Et c'est un modèle qui est même pas un modèle d'IA compliqué pour le faire. Donc pour moi,
ils ont besoin de le faire, c'est sûr, mais à mon avis, ça arrive en concomitance de la pub, et c'est pas un hasard. De toute façon, soit ils seront obligés de le dire, soit s'ils ne le disent pas, la patrouille, ils se font rattraper par la patrouille. Hein. Ouais, et puis bon, on sait qu'OpenAI a besoin d'avoir quand même une bonne image. Ils doivent encore lever beaucoup d'argent, ils perdent beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, ils ont peut-être pas envie d'avoir cette casserole supplémentaire. Après, sur la publicité ciblée, on en revient toujours à la même chose. C'est mal vu. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pro-publicité ciblée. Hein. Ben ouais, attends, franchement, de toute façon, tu y as droit, ok ? Moi, je préfère avoir une pub ciblée de, je sais pas, moi, d'un truc qui m'intéresse, que d'avoir un truc qui n'a rien à voir avec ma vie, tu vois, évidemment, à choisir. À l'inverse. Évidemment que je suis complètement en désaccord avec vous. Oh non ! C'est évident, mais c'est évident. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu rentres comme ça, tu vas vouloir mieux cibler. Et donc, ton seul objectif, ça va être d'aspirer le plus de données possible de l'utilisateur et d'espionner la vie privée. Et d'ailleurs, Google, finalement, ils ont profité pour avoir le moteur de recherche, et puis tu as ton compte, et puis quand tu es dans Chrome, finalement, automatiquement, ça t'habille dans ton compte, alors que tu le voulais pas, les gens comprennent pas ce qui se passe. Évidemment, le problème, c'est qu'avec cet argument... c'est tout ou rien. Ah ouais, c'est forcément... Ça peut pas être un ciblage soft. Non, parce qu'ils ne savent. En fait, une entreprise ne peut pas être morale, puisque ton objectif, et notamment les entreprises américaines, bien sûr, c'est de faire du business. Pour rappel, OpenAI, c'est non lucratif. Bluff. Donc en fait, tu vas toujours chercher à faire plus. La punchline là de surtout que c'est plus vrai. Et surtout, il y a en plus là, tu vois, on te dit, je suis obligé de te profiler. C'est une obligation légale, et donc en fait c'est une obligation, c'est comme les cookies obligatoires essentiels pour ton GDPR, et hop tu te profiles parce que c'est obligé, parce que tu comprends, c'est pour la sécurité des utilisateurs, et donc tu violes le RGPD, donc voilà. Après, ils savent de toute façon, là où je suis un peu moins cynique que Jean-Baptiste sur ce point et en général dans la vie, mais il y a un point. C'est pas vrai, je suis pas cynique. Il y a un point où il a raison. Attends, il y a un point où je suis d'accord quand même, au-delà de la vanne, c'est que. C'est la parenthèse. T'es obligé. Tu sais, de toute façon, tu fournis aujourd'hui un produit numérique où tu interagis avec les utilisateurs, tu sais que tu vas devoir gérer ce genre de situation de crise. Tu sais que de toute façon, tu mets un doigt dans le cycle sans fin où je fournis un service, il y a des utilisations déplacées, donc on va me demander de traquer les gens ou on va me demander de les censurer. Résultat, je vais me prendre des affaires où on va me dire vous censurez trop, c'est pas bon pour la liberté d'expression, ou vous traquez trop les gens et résultat, c'est de l'intrusion dans la vie privée. Donc je vais lâcher du lest et je vais me retrouver avec des affaires. Et en fait, les réseaux sociaux ont dealé avec ça depuis 10 ans. On a même reproché ça aux cloud providers. On leur a demandé de couper certains sites, etc. La vérité, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir ces enfers sans fin, ces histoires de l'enfer sans fin, que ça sera un cycle. Ils ont tout un département qui est chargé de les gérer. Ils vont faire de la com en veux-tu, en voilà. Et en fait, ils vont bouger le curseur en fonction du problème que ça posera à quel moment. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il n'y a aucune vocation à régler le problème. Il y a une vocation à avoir le moins d'embêtements possible, premièrement. Et deuxièmement... Ouais, mais justement, le moins d'embêtements possible, c'est régler le problème. Il faut se rappeler mais non, parce que tu peux rien régler, et de deux, ils se remettent de tout. Si Meta s'est remis de Cambridge Analytica sans aucun problème, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à qui que ce soit ? Ils se sont pas remis de Cambridge Analytica. Financièrement, ils vont très bien, quand même. D'accord, mais ils sont rentrés dans le camp des méchants. Enfin, je veux dire, ça a été quand même un gros trou d'air pour Facebook, Cambridge Analytica. Mais qui se voit pas dans les comptes. Ça se voit pas dans les comptes. En fait, la vérité, c'est que il y a une posture morale. Ils ont bien géré l'après. Mais il y a eu plusieurs années de turbulences, de grosses turbulences. Ils ont bien morflé. Ils étaient un peu en PLS. Il y a eu un passage un peu douloureux devant le Sénat, quoi. Mais je veux dire... Après, je ne sais pas sur cette histoire d'OpenAI, je ne sais pas si on n'est pas en train de fantasmer un peu, parce que quand ils ont fait un long article de blog dans lequel ils expliquent ça, et ils ne parlent pas d'analyser les contenus. Ils parlent de mettre en corrélation. C'est plus des métadonnées. C'est plus des signaux faibles. Ouais, mais c'est ça. C'est plus des métadatas. C'est quand tu te connectes, machin, les types d'interactions, que véritablement ce qui est dit. Donc, ça mériterait de creuser pour être sûr, mais en tout cas, ils ne le présentent pas comme ça. Bon, on va parler du RGPD. Ne partez pas tout de suite, parce que ça, on va essayer de rendre ça passionnant, vous allez voir. On risque d'avoir un peu de mal, mais si on parle de milliards, c'est déjà un peu plus intéressant. J'adore les milliards. Quand même. Vous adorez tous les milliards. 1,15 milliard exactement, 1,150 milliard d'euros d'amende du RGPD en 2025. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein. Rappelons ce qu'est le RGPD. JB, toi qui es un spécialiste, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques secondes
c'est un règlement Général sur la européen protection des données. dont le but c'est de limiter l'utilisation des données personnelles pour en faire un peu n'importe quoi, ce qui était en tout cas c'était le but originel. La conclusion et la conséquence malheureuse, c'est qu'en fait c'est pour ça que tu as des bandeaux de pub sur tes cookies dans tous les sites qui te pourrissent ta navigation et où les gens font oui et finalement c'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça C'est la plus grosse arnaque de ces dernières années, ce truc-là. Mais c'est pas que ça. Non mais plus. surtout ce qui est bien, c'est que c'est aussi des emmerdes Oui, mais sans c'est nom l'impact pour les entreprises. C'est l'impact qu'on a tous au quotidien avec ces sites et ces pop-up qui apparaissent. Ça emmerde tout le monde, ça emmerde les utilisateurs et ça emmerde les entreprises. Mais bien sûr. Et donc, mais il y a un côté un petit peu qui a été quand même globalement bénéfique, c'est que ça a ramené les questions de la vie privée sur le devant de la scène et ça a forcé un petit peu les gens à faire un petit peu plus, et énormément les sociétés, un peu plus attention avec leurs données personnelles. Mais finalement, avec Cela dit, c'est encore le Far West. On se rend compte qu'il y a 1,150 milliard d'amendes rien que pour l'année 2025. Ça veut dire qu'il y en a qui font un peu ce qu'ils veulent. La question, c'est quoi l'augmentation par rapport à l'année précédente ? Non, mais alors, je ne sais pas s'il y a une augmentation, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais attends, il y a de tout là-dedans. Mais bien sûr. Il y a du TikTok, il y a du... 530 millions d'euros TikTok. TikTok, Vous vous rendez compte ? Déjà, sur 1,150 milliard, il y a 530 millions d'amendes de TikTok. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'ils prenaient toutes les données et ils les envoyaient en Chine. Non, c'est RGPD, c'est dingue. Et alors ça, on n'aurait pas pu le deviner. On rembobine Huawei ou On pas ? peut revenir. Non, mais Je vais te dire, c'est pas assez. Voilà, tu vois. C'est pas assez quoi ? C'est pas assez 1,15 milliard vu ce que font absolument toutes les entreprises, les grandes entreprises du numérique. Franchement, c'est pas cher payé. Ça n'est pas cher payé et ça devrait être beaucoup plus. Malheureusement. Oui, mais dedans, pardon d'insister, mais dedans tu as aussi Google pour de la publicité sans consentement. Ouais, ça c'est 200 millions. Tu vois, c'est pas je te prends ta vie, ton œuvre et j'en fais de la bouillie. T'as Chine pour des histoires de cookies. 125 millions. Et t'as la Samaritaine. Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils comme ça. Et t'as la Samaritaine pour des histoires de caméras qui n'étaient pas signalées. Donc, Chercher l'intrus, Chine, Google, ça n'a rien à voir. TikTok, la Samaritaine. Ça rentre dans le lot du RGPD. Mais en fait, le RGPD, c'est vrai que pour Fais répondre gaffe, parce que toi, avec toutes les caméras que tu as chez toi, à mon avis, t'es pas, je suis chez moi, t'es pas RGPD compliant. Quoi, il faut que je fasse une déclaration Je sais pas. vis-à-vis de mes enfants ou des Je soulève le problème, je le pose là. Voilà. La prochaine fois que tu viens dîner, je te fais signer une Voilà, acceptation. c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que ça date, je ne sais plus quand ça a été initié ce truc-là, mais c'était intéressant parce que c'était la période où on s'est rendu compte que la tech, c'était effectivement, elle reposait de plus en plus sur nos données personnelles. Aujourd'hui, c'est une évidence. On sait tous les problèmes que ça a posé, mais rappelez-vous, avant, on ne se posait pas tellement ces questions-là. Et c'est la première brique d'un sentiment de méfiance. C'était aussi le révélateur de cette prise de conscience. D'accord. Ouais. Donc ça, c'était intéressant. Et c'est très bien, ça nous protège. L'Europe, ça nous permet comme ça de taper sur les uns sur les autres, de rectifier le tir. Mais c'est vrai que c'est devenu des grosses contraintes parce qu'en plus, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde. Tu es un étudiant, tu lances un blog ou je ne sais quoi, enfin, il n'y a plus de blog, mais le moindre petit site, tu es obligé de te faire... ta bannière RGPD, tes règles où tu expliques que tu as une policy spéciale, etc. Heureusement, maintenant, c'est des copier-coller. Tous les sites d'hébergement de sites web, tu fais un copier-coller des conditions RGPD que personne ne lit. Mais voilà. Et qui enquiquine tout le monde. Et qui enquiquine tout le monde quand il s'agit de cliquer sur les trucs de. La dernière fois, j'étais sur bannières. un site, écoutez, je vous raconte Et sur mobile, c'est encore pire. J'arrivais même pas à cliquer pour enlever le truc. C'est quoi le site ? Je sais plus, mais un gros site. Un truc de charcuterie ? Tout de suite. Pour acheter de la bouffe. Non, mais pourquoi ? Pourquoi, Clément ? Pourquoi la charcuterie ou le RGPD ? Pourquoi m'attaquer sur ça ? Ah oui, non, pardon. En fait, C'est je pas pensais à la gentil. Corse. J'ai reçu une vanne sur la Corse. Ah mais non, mais elle est nulle, excuse-moi. Oui, bah pardon. C'est pas bon. Bah, on peut pas être tout le temps. Non, mais pour vous dire, sur mobile, parfois c'est la galère, le RGPD. Je vous conseille, notamment sur votre navigateur préféré qui doit être Firefox et pas Chrome, parce que lui, il est open. Il y a des extensions qui deny tous les cookies automatiquement. Oui. Et donc, justement, ça, qui arrivent et qui activent pour vous et qui vous donnent justement que ce qu'on appelle les cookies qui sont essentiels, c'est-à-dire ceux dont tu as besoin pour faire fonctionner le site web. Mais si tu deny, comme tu dis, il y a des sites qui ne marchent plus. Oui, mais ça, c'est une violation notamment de la RGPD. Donc c'est pour ça que je te dis que le 1,15 milliard me paraît pas très cher payé vu le nombre de violations qu'on voit au quotidien. Et il y a eu quand même une augmentation. Alors, je n'ai pas tout à fait la réponse à ta question de tout à l'heure, mais par rapport à 2024, il y a eu une augmentation des amendes. En 2024, on est à 69, on est passé à 97 en 2025. Donc, malgré tout... Je serai content quand il y aura 10 milliards. Waouh. Eh oui. Bon, écoutez, il nous reste 5 minutes. Si on parlait de Elon Musk...
Oui, ça fait Qui a longtemps. proposé, qui a menacé de racheter Ryanair, là, j'ai vu. Parce qu'il n'est pas content, je n'ai pas compris pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas pris Starlink. Ah, et donc au résultat, il faut les racheter. Oui. Alors qu'Air France a choisi Starlink. Ouais, sinon, il y a Air pas France longtemps. Mais était racheté Ryanair, par Elon Musk. Ryanair, C'est des ordres. c'est une compagnie low cost. Peut-être qu'ils n'ont Oui. pas envie de fournir ce service. Alors, peut-être qu'ils ont pris un service Je concurrent crois à ce qu'ils ont pris moment-là. un service J'ai concurrent. juste vu qu'il avait piqué son coup de colère, j'ai pas encore. Ouais. Et Il n'y a pas vraiment de concurrent à Starlink. non, c'est vrai, aujourd'hui. Désolé. On va Ouais, revenir non, sur non, on est Eutelsat. d'accord. On essaye de lancer OneWeb par Eutelstat, si j'ai bien compris. Pour l'avoir testé, on n'y est pas encore. Hein. Non, on n'y est pas encore, c'est clair. Attendons un petit peu. Le service est en train de se déployer. Et puis, il y a Amazon qui va lancer, son Léo, qui va être là un vrai concurrent à Starlink. Oui, mais Starlink a quand même la puissance de SpaceX derrière et est capable. Enfin, Certes. le nombre de SpaceX qui vont être envoyés cette année, c'est Ouais, c'est absolument monstrueux, c'est monstrueux. incroyable. Ouais, Maintenant, ouais. ça va être Et puis, un à tous chaque les fois, 2 jours. c'est 30 ou 40 satellites. Enfin, c'est monstrueux. Alors, pourquoi on parle d'Elon Musk ? Eh bien, parce que le Cybertruck, vous savez, cette voiture qui fait penser à cette série qu'on aimait bien quand on était petit, Jérôme, L'Âge de Cristal, tu t'en souviens ? Alors, les deux énergumènes qui sont à ma gauche. C'est pas vrai. ne se rappelle pas de cette C'est série. un culte, même pour nous. C'est vrai ? Bah, Ça me évidemment. fait plaisir. Tu parles de quoi? L'âge de cristal? L'Âge de Cristal. Non, l'âge de cristal. Pas Piège de cristal d'Ayard, hein. L'âge de cristal, la L'Âge série. de cristal. Non, oui, mais là, là- c'est- Les cochons dans l'espace. Non, mais L'Âge de Cristal, magnifique série des années 70. Mais Et tu avais des robots qui se baladaient dans des. Enfin voilà, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il y avait une K2000. voiture qui ressemblait à K2000. ça. Voilà, ça me fait- K2000, moi, ça me fait plus penser à K2000. Tu Non, vois. mais ça ressemble pas à K2000, cette voiture. Ouais, mais K2000, c'est une voiture de sport. Ça ressemble à rien. Blade Runner. Bon, D'ailleurs, alors, l'information. C'est surtout Blade Runner. Revenons sur Oui, c'est quoi l'information? Parce que Oui, parce que là, pour l'instant, à Ouais. part dire que cette voiture ressemble à une série qu'on a bien aimée ou un film qu'on a bien aimé, on n'avance pas. Non, le Cybertruck est un échec commercial. Qui est un énorme échec commercial. Et alors même si Elon Musk n'est pas d'accord, il y a quand même des indicateurs qui sont très très forts. Voilà, en 2025, donc l'année dernière, il s'est vendu à peine plus de la moitié du volume de 2024. Vous vous rendez compte? Déjà en 2024, c'est pas terrible. 2025, il s'est vendu la moitié de ce qui s'est vendu en 2024. Mais c'est normal. Elle est nulle, cette voiture. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'elle a réussi à être plus moche que la Multipla. Désolé. Ah, C'est quand même faire. Waouh! Mais surtout, Waouh. c'est pas Waouh. gentil. Chez Mais, Fiat, c'est violent quand même. mais c'est pas gentil, mais c'est vrai. Ensuite, dedans, c'est pas confortable et elle rouille, elle s'abîme hyper facilement. Enfin, quand tu regardes les forums, tous les réseaux sociaux, le nombre Elle est ratée. de qualité, et c'est à un tel point que justement le fabricant de batteries du Cybertruck, il n'y a pas longtemps, a dit que grosso modo, ils allaient plus en vendre et ils allaient abandonner la fabrication de ces grosses batteries. La seule chose qui m'a fait rigoler, franchement, c'était au CES. Il y en avait une version orange. Et là, je me suis dit, en tant que VLC, là, j'ai eu envie d'en Ah avoir ouais. en orange. Mais en vrai, j'en ai pris, c'est nul. Enfin, franchement, Tu mets tes petits cônes dessus, ouais, là, ça ça serait aurait été génial. top. Et je la conduis par Pour l'année Kyber. prochaine. Ok, on fait ça l'année Allez. prochaine et je la conduis par Kyber. Mais en vrai, franchement, c'est pas agréable, quoi. fait, et ouais. Elle correspond à aucun segment en fait. Il y a deux trucs qui ont foiré. Le premier, c'est au-delà de. Bon, elle est dégueu. Mais ça correspond à aucun segment. C'est pas un utilitaire. C'est pas vraiment lifestyle. Mais C'est pas une si, c'est familiale non un plus. truck à l'américaine, c'est pas Oui, mais pour qui nous. oui, mais en fait, Mais ça te- même sur non, les mais ça trucks, te c'est permet nul, pas de faire ça. ce qu'ils veulent. Je vais te dire. Mais même les quand tu- Américains, ils veulent pas de truck électrique. Quand en tu fait. te balades, les mecs qui ont des pick-up, des Nissan Titan et qui foutent les chevreuils à l'arrière, situation vécue sur les routes de l'Alabama, voilà, tu fais pas ça dans un cyber. En fait, c'est un truc de Californien qui achètera jamais ça. Donc, bon, le segment est pas clair et en plus, ils avaient quand même promis une voiture pas chère, ils ont augmenté les prix, ils avaient promis plein d'options qui étaient payantes, l'autonomie de la batterie qui était promise a pas tenu et finalement ils ont réduit leurs promesses. Donc en plus, elle était vachement moins bien qu'annoncée. Donc il y a plein de gens qui se sont sentis lésés. Il y a eu des pannes aussi. C'est Il y a eu plein de pannes Leur graves. acier, c'est ingérable. Leur acier qui Des rouille. rappels, Ouais. y compris pour Vous la vous rappelez le sécurité lancement et de la tout. boule de pétanque sur Ouais, le... c'était génial. Ça, c'était Ouais, génial ouais, quand ouais. même. C'était Ça, super. c'était le pire effet meilleur, démo, le meilleur bug, l'effet Bonaldi, excellent, quoi, Ouais, en fait. L'effet démo. Je sais pas si vous vous souvenez, boule Ouais, de si. pétanque, pendant la démo, le gars dit, vous allez voir, c'est super costaud et tout, il jette la balle, il y a la vitre du côté passager qui explose carrément, un truc de dingue. Mais et si c'était pas finalement le problème, c'est-à-dire que et si on se disait c'était un produit d'Apple, c'est pas leur strat, hein, mais finalement ça avait servi à un moment à positionner Tesla sur la carte comme une entreprise ultra innovante, ultra machin, et qu'après tout c'était peut-être le seul objectif. Donner l'impression qu'ils pouvaient faire des très grands produits de rupture finalement, et puis voilà. C'était pas leur objectif, mais ça aurait au moins servi à ça.
Ouais, et puis c'était l'innovation. Voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas, ces trucs-là. C'était vraiment osé, c'était vraiment disruptif, ne serait-ce que par le design. Il paraît que toute l'équipe de Tesla qui travaillait pour ce projet savait qu'ils allaient à la catastrophe, et Elon Musk en fait soutenait ce projet, voulait absolument, et pourtant tous les gars qui étaient en dessous de lui disaient. Les rumeurs disent que c'est vraiment sa vision. On va droit dans le mur. C'est pas grave, allez-y les gars, c'est pas un souci. Ils prévoyaient d'en vendre 250 000 en 2024. Et bien là, en 2024 et 2025, le cumul, c'est 40 000 véhicules. Donc 40 000 véhicules, c'est vraiment ridicule. On en est loin. On est vraiment sur du... On en est loin. C'est confidentiel. Après, il y a plein de gens qui disent regardez, Elon Musk, c'est un gros nul. Non, tu sais, c'est ce qu'avait dit ton collègue Daniel Riolo à propos de Neymar, qui disait en fait, tu veux Neymar qui tente des trucs, bah parfois il réussit, parfois il rate. Ah oui, bien sûr. Voilà, Ouais. là ça a raté, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, on verra si le prochain projet de Elon Musk en matière de véhicules sera un succès ou pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et est-ce qu'ils ont annoncé une prochaine ? Est-ce qu'ils ont annoncé quoi ? Un prochain véhicule ? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci JB, Jean-Baptiste Kempf, fondateur de Kyber et co-créateur de VLC. Merci à Clément David. Avec plaisir. Excellent, Clément. Allez, j'ai une bonne note. Ah non, mais vraiment, alors là, on est d'accord. Est-ce que tu nous mets des notes ? C'est une vraie question. Alors, c'est pas moi qui mets les notes, c'est Léa Benaïm. Et après, elle m'envoie la moyenne. Et je peux vous dire que parfois, Mais alors, on reçoit pas joli. On reçoit pas notre bulletin de notes. Est-ce que c'est compatible avec la GDPR ? Je vous pose la question. Tiens, on va en parler. Tiens, juste avant le Tech Flash de Léa qui nous rejoint dans un instant, on verra justement s'il ne faut pas communiquer ses notes. Jérôme, merci, c'était top. J'ai fait ce que j'ai pu. Bien sûr. Journaliste et créateur du podcast Mon Numérique, podcast que je vous invite à écouter tous les jours, bien sûr. Merci. Demain, Maison Connectée. Et demain, Maison Connectée. Ça, c'est ton nouveau truc. Vous savez Ouais. qu'il a sorti un podcast sur la Maison Connectée. C'est là, la dernière fois qu'on en a parlé pour le lancement. Attendez, là tout à coup on a du temps là. Non, on en a plus. C'est parti, maison. Allez, merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, la suite de Tech & Co avec au sommaire. Allez, on reviendra sur le CES de Las Vegas avec deux porte-paroles de deux boîtes étonnantes, Lenovo et TCL, pour évoquer la stratégie PC-IA de Lenovo et les nouvelles télé TCL qui ont été présentées au CES, entre autres. Vous restez avec nous. Pause et Léa Benaïm, celle qui donne des notes au débriefeur qui nous rejoint pour le Tech Flash. A tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h31 en ce mercredi soir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Et comme chaque soir, un condensé de l'actu tech du jour, c'est le Tech Flash. Et c'est présenté par celle qui donne des notes au débriefeur. C'est Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Je peux vous donner une note aussi, François. Wow. Et à la une, Bruxelles durcit le ton face aux géants chinois des télécoms. L'Union européenne veut définitivement les bannir du continent d'ici à 3 ans. Jusque-là, il s'agissait d'une simple recommandation. Cela concerne Huawei et son compatriote ZTE. En réaction, la Chine accuse l'Europe de protectionnisme et promet de défendre ses équipementiers si l'Union européenne venait à les interdire. On reste en Chine avec OnePlus qui, selon une enquête d'Android Headline, serait en train d'être démantelé au profit de sa maison mère Oppo. OnePlus qui est devenu le vilain petit canard du groupe avec des ventes en chute libre de 20%. De son côté, le PDG de la filiale a publié un démenti sur X pour tenter de rassurer ses clients. Mais les arguments ne sont pas totalement convaincants. Et dans l'actualité aussi, Léa, c'est ChatGPT qui prédit désormais l'âge des utilisateurs pour identifier les mineurs. Et oui, un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du contrôle parental. OpenAI a mis en place un algorithme qui analyse le comportement des utilisateurs. Concrètement, si l'IA détecte un mineur, elle s'engage à mettre en place des restrictions, comme par exemple bloquer les discussions à caractère violent ou sexuel. En cas de doute, ChatGPT pourrait même demander un selfie pour vérifier l'âge de l'utilisateur. Également, dans l'actualité, Netflix va radicalement transformer son application mobile et ce, dès le second semestre, avec l'arrivée de vidéos verticales sur le même modèle que TikTok ou Instagram. Avec ces formats courts, Netflix proposera des extraits de films et séries avec pour objectif d'améliorer la découverte de nouveaux contenus par ses utilisateurs.
Et puis en Europe, la fusée Spectrum est de retour sur le pas de tir, un second vol crucial depuis la Norvège, 10 mois après l'échec de son vol inaugural. La fenêtre de tir va s'ouvrir d'ici quelques minutes à 21h et avec ce nouvel essai, la start-up allemande Isar Aerospace espère réussir une première historique, un vol orbital depuis l'Europe continentale. Et pour finir, direction Davos avec quelques mots de Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, interrogé par Nathan Kokampo. L'Europe est-elle en train de rater le virage de l'IA ? L'Europe peut-elle encore jouer un rôle ? On écoute sa réponse. L'intelligence artificielle repose sur plusieurs niveaux complémentaires et il faut une infrastructure complète. L'Europe a une opportunité exceptionnelle pour se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'énergie, les infrastructures jusqu'aux technologies de calcul et aux applications. We need what? We need more energy. This is the first point. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle et comme toute industrie émergente, elle a besoin d'énergie pour se développer. Voilà, Jensen Huang, le patron emblématique de NVIDIA, au micro de Nathan Kokampo. C'était à Davos. Et d'ailleurs, on ira refaire un petit tour du côté de Davos tout à l'heure avec Laure Closier. 20h35, on s'intéresse tout de suite à l'actualité des PC, notamment d'une marque que vous connaissez. Il s'agit de Lenovo. On en parle tout de suite avec sa directrice générale France. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Avec un grand rendez-vous pour Lenovo cette année, c'était le CES de Las Vegas. Et on va parler justement des nouveautés et de la stratégie que veut mettre en place Lenovo pour cette année 2026 avec Sophie Thibault. Bonsoir Sophie. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Vous êtes la directrice générale de Lenovo France. Alors, ça fait quelques années que vous êtes chez Lenovo, mais vous êtes, on va dire, dans le sérail de la tech depuis très longtemps. Vous avez travaillé chez Intel, chez HP aussi, pendant pas mal d'années, et vous voilà maintenant chez Lenovo. Chez Lenovo, oui. Donc, je le disais, le CES de Las Vegas, qui était vraiment aux couleurs de Lenovo, cette année, vous avez mis les petits plats dans les grands, puisque Lenovo avait réservé cette salle incroyable de la Sphère, où tous les géants de la tech se sont retrouvés avec votre grand patron, le CEO de Lenovo, pour présenter cette stratégie de 2026. Comment vous pourriez la résumer, cette stratégie ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année 2026 chez Lenovo ? Alors déjà, je confirme, c'était assez extraordinaire le CES. Pour moi déjà, parce que ça faisait 5 ans que je n'avais pas remis les pieds à Las Vegas. Et je dois dire que ce salon reste toujours extraordinaire. Donc vraiment, personnellement et professionnellement. Ouais, c'était dingue. Et puis cette salle de la Sphère, enfin j'y étais aussi à la présentation Lenovo, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Alors déjà, Las Vegas était aux couleurs de Lenovo, puisqu'on avait des affichages un peu partout dans la ville. On avait au Vénitian un restaurant qu'on avait personnalisé en showroom, etc. J'espère que vous avez eu l'occasion de venir. Et ensuite... Et non, l'année prochaine. Là, quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Et vraiment, cette salle, vous la connaissez, on en a déjà entendu parler des tonnes de fois avec les concerts. Et donc, pour revenir à la stratégie, il est clair que Lenovo veut se positionner comme la marque la plus innovante sur le marché. Avec un portefeuille de produits complet, puisque je vous rappelle que nous avons la marque Motorola Lenovo. Oui. Donc, je vais le dire en anglais, mais c'est from pocket to cloud, en passant par les PC, les tablettes, enfin, tout l'écosystème. Et d'ailleurs, si vous étiez à la Sphère, vous avez vu que nous avons mis le consommateur ou l'entreprise au milieu avec tout cet écosystème de produits, avec bien évidemment un préambule et un sujet de fond, l'intelligence artificielle. Alors, Lenovo est une entreprise chinoise, bien sûr, un constructeur chinois de PC. Vous êtes numéro 1 sur le segment du PC. Alors, effectivement, vous avez racheté Motorola, mais vous avez racheté aussi la branche PC d'IBM il y a quelques années avec les fameux ThinkPad qu'aujourd'hui, que vous adressez en fait aux professionnels aussi. Tout à fait. Alors, nous sommes une société chinoise, mais internationale. D'ailleurs, si vous regardez notre board, il y a vraiment des gens, on est vraiment une société internationale. Et d'ailleurs, Motorola et IBM vous occidentalisent en quelque sorte. Alors,
Exactement. En fait, nous internationalise vraiment parce que, en effet, donc on a racheté Lenovo. En fait, aujourd'hui, si on se parle de stratégie, le nom de notre stratégie s'appelle Entrepreneurship 5.0. Donc, pourquoi 5.0 ? C'est tout ce que vous venez de dire. On a racheté Motorola, on a racheté les PC à IBM, on a racheté les serveurs à IBM. Donc, vraiment, c'est ce qui a fait au fur et à mesure des années de Lenovo une marque très complète et très innovante. Et en effet, les ThinkPad, c'est notre marque de B2B. Alors, il y a beaucoup de stars de la tech sont montées sur la scène de cette présentation Lenovo. Il y avait, on l'évoquait tout à l'heure, Jensen Huang, qui a été l'un des tout premiers à parler. Il y avait le patron d'Intel, il y avait la patronne d'AMD, il y avait même le patron de la FIFA, parce que vous serez partenaire de la FIFA, en tout cas de la prochaine Coupe du Monde l'année prochaine. Non, c'est cette année. Là, c'est cette année. En 2026. L'IA est au cœur évidemment de tous vos discours. Cela dit, vous n'êtes pas les seuls. On voit que tous les constructeurs de PC s'engouffrent dans cette histoire de l'IA. Comment la raconter en fait aux clients, cette intelligence artificielle ? C'est pas si facile que ça, non ? Alors, je dirais, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que les gens ont besoin vraiment de spécialistes comme nous qu'on les rencontre et qu'on leur explique et qu'on comprenne leurs besoins. Vraiment, nous mettons, comme je vous ai dit, le client au cœur et on veut comprendre de quoi ils ont besoin et de leurs solutions. Donc, juste avant de vous expliquer, c'est vrai que c'est ce qui a été une grande fierté et a été très remarqué parce que je ne crois pas qu'on ait vu très souvent autant de CEO sur la même scène. Donc, en effet, il y avait le CEO NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel, le patron consumer Microsoft, il y avait le patron de la FIFA, comme vous l'avez dit. Ah oui, il y avait du beau monde sur la scène. Il y avait la patronne de la Sphère aussi, puisque nous sommes partenaires technologiques de la Sphère. Enfin, vraiment, il y avait... et puis, toutes nos personnalités internes pour expliquer notre stratégie. Donc, encore une fois, vous avez dû en entendre parler. Nous avons lancé notre super agent, Kira. Donc, si on se parle du consommateur... Qui est un assistant écrit ou vocal aussi, on peut lui parler. Exactement. Et en fait, qui va se retrouver sur tout notre écosystème. En fait, on est là avec notre super agent. On veut vraiment simplifier la vie du consommateur ou de l'entreprise, puisque... il y a un an, et je suis sûre que vous avez interviewé, je l'ai vu, mon prédécesseur, vous lui aviez dit, en effet, on parle beaucoup d'IA, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, aujourd'hui, on a les cas d'usage. Donc, quand vous prenez Kira et ce dont on parle, typiquement, vous êtes en Chine, vous ne comprenez pas le chinois. Votre super agent qui vous connaît bien, parce qu'en plus, on a sorti un projet Maxwell, vous savez, avec un pendentif qui est avec vous, qui vous connaît bien. D'ailleurs, pas mal de collaborateurs de Lenovo portaient ce pendentif sur scène, ouais. Ouais, exactement, et donc vous lisez cette carte, vous ne comprenez pas cette carte, et il va vous dire, moi qui te connais bien, tu devrais prendre ça, il vous fait la traduction, donc c'est vraiment un cas d'usage. Ou encore, vous êtes sur votre PC, vous commencez un tableau, ou alors vous dites, tiens, j'irais bien à Milan un peu me balader, etc. Vous avez Kira qui vous propose tout un carnet de voyage sur Milan, ou encore, sur ce tableau Excel que vous avez commencé sur votre PC, vous avez besoin de partir vite, comme moi, allez prendre un taxi, vous prenez votre mobile, vous retrouvez votre tableau Excel sur votre téléphone. Est-ce que c'est complémentaire ou concurrent de Copilot qui est aussi sur les PC, vous savez, c'est l'agent intelligent de Microsoft. Alors, vous savez que parce qu'on voit que Copilot a un peu de mal à décoller quand même. Notre super agent est sur base Microsoft aussi, donc on était en discussion. Et pour moi, c'est complémentaire, parce que notre super agent, il est vraiment personnel. C'est vraiment, et c'est sur tout l'écosystème Lenovo, et c'est vraiment, je vous dis, sur tous nos devices. Donc, vous savez qu'on a parlé de lunettes, on a parlé donc d'objets connectés, on a présenté des PC. Donc, vous allez le retrouver sur tout notre écosystème. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que Lenovo est une entreprise aussi très innovante. Vous tentez des nouveaux produits, parfois étonnants, alors qui sortiront pour certains et d'autres qui sortiront pas. Et moi, j'avais été impressionné il y a quelques temps de cela par une espèce d'écran étirable. Alors que j'avais vu à Barcelone, il y a 2 ans. Et là, vous avez toujours ce projet de sortir cet écran étirable comme ça sur un PC ?
Ah oui, c'est un axe, et puis je suis sûre que vous en avez entendu parler. Mais alors déjà, ce produit, il est sorti, puisque c'est le ThinkBook Rollable, c'est ce qu'on appelle, alors vous dites étirable, nous on l'a appelé Rollable. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on l'explique, c'est un PC normal, on appuie sur un bouton et l'écran va s'agrandir un peu comme une fenêtre. Exactement, de 13,3 à 16 pouces. Alors, on a présenté un autre concept, là, à Las Vegas, alors plus axé sur la partie gaming, puisque c'est vrai que les gamers, ils étaient plutôt sur leur desktop et avec leur écran, mais on sait que maintenant, ils veulent être de plus en plus mobiles. Et donc, aujourd'hui, on a sorti un portable qui est un 16 pouces, et puis, en fait, vous pouvez l'agrandir, l'écran s'agrandit avec une première étape... De manière horizontale. Voilà, alors là, on était en vertical, sur celui dont vous me parliez. Là, on est en horizontal, et il s'agrandit 21 pouces ou 24 pouces. Incroyable. Donc, vous avez vraiment, et je l'ai vu, j'étais devant, c'est incroyable, le contenu s'adapte au fur et à mesure, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui se déforme, enfin, c'est assez hallucinant. Ça va sortir ou c'est encore du prototype? Alors, pour l'instant, c'est du concept, j'espère bien. Bah oui, on verra bien. Qu'est-ce que vous avez annoncé d'autre? Alors, parce que Motorola aussi a présenté des choses. Alors, je ne sais pas si c'est votre partie aussi. Bien sûr. Alors, c'est ma partie. Oui. De toute façon, moi, je représente Lenovo. Donc, Motorola aussi, puisque Motorola a annoncé aussi un téléphone. Enfin, il y a pas mal de choses. On a annoncé le Fold, vous savez, le téléphone qui s'ouvre comme un livre. Donc, celui-ci. On a annoncé aussi un téléphone signature. Donc, en fait, c'est un form factor, très très fin, mais avec le top de tous les composants. Donc là, vous avez le top de l'appareil photo, la puissance, la mémoire, etc. Donc, oui, on a annoncé plein de choses. Donc il y a Motorola qui a annoncé des choses. On a aussi annoncé des tags, on a annoncé des lunettes, on a annoncé une montre, on a annoncé... les lunettes, tiens, on s'arrête peut-être 2 secondes là-dessus. C'est vrai qu'il y avait des lunettes qui étaient présentées à la Sphère. Tout le monde parle de lunettes en ce moment comme étant le futur remplaçant du smartphone, pourquoi pas. Comment vous l'intégrez, vous, ces lunettes? C'est le compagnon du smartphone, c'est le compagnon du PC? Parce que c'est vrai que vous avez les deux. Ouais, alors pour moi... encore une fois, là, je vous donne l'avis de Sophie Thibault, mais bon, pour moi, ça ne va pas remplacer le téléphone, même si c'est vrai, parce que vous pouvez téléphoner, etc. Mais ce n'est pas du tout le même usage. Et juste, les lunettes, en effet, elles pèsent 45 grammes, donc ce sont des vraies lunettes que vous pouvez supporter toute la journée. Et je les ai essayées, c'est assez incroyable. Donc déjà, les lunettes reconnaissent que vous êtes française, et vous avez quelqu'un qui vous parle en anglais, vous avez la traduction immédiate de ce que vous dit la personne. Voilà quelques-unes des innovations présentées par Lenovo. Merci Sophie d'être venue avec grand plaisir nous raconter tout cela. Vous êtes donc directrice générale de Lenovo France, Sophie Thibault. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez avec nous tout de suite. Nous allons du côté de Davos, comme chaque soir d'ailleurs cette semaine. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Je disais donc direction Davos, où BFM Business est présent, vous le savez, toute la semaine en Suisse pour couvrir ce forum économique mondial. Hier, on a parlé d'intelligence artificielle avec une annonce faite un peu en catimini par Emmanuel Macron. Vous savez, ce fameux centre d'excellence en IA qui sera installé à Paris. Ce lieu qui est issu d'un partenariat entre Vivatech et le Forum économique mondial vise à rassembler en fait les entreprises et les chercheurs de toute nationalité. Et on écoute maintenant Maurice Lévy, qui est le président d'honneur de Publicis, qui organise Vivatech. Il était au micro de Laure Closier. Maurice Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'annoncer avec le président de la République un centre d'intelligence artificielle en partenariat avec Vivatech en Europe, en France. C'est une bonne nouvelle ce soir. C'est une excellente nouvelle puisque nous allons créer le Centre européen d'excellence en IA à Paris. Et donc en liaison avec le World Economic Forum et surtout avec l'ensemble des réseaux de centres d'excellence qui existent et plus de 600 entreprises qui sont connectées les unes aux autres. Ainsi, nous allons pouvoir promouvoir l'intelligence artificielle, nous allons pouvoir attirer des talents, nous allons pouvoir soutenir des entreprises et puis surtout, nous allons pouvoir faire travailler des centres de recherche ensemble et j'espère mobiliser des ressources pour pouvoir soutenir la recherche en intelligence artificielle. Certains disaient qu'il ne s'est rien passé depuis le sommet de l'IA l'année dernière. C'est ça la suite en fait. C'est une des suites. Il y a certainement d'autres choses. En particulier, je suis désolé, il y a la création d'Amilab de Yann Lequin. Bien sûr. Et ça, c'est un événement autrement plus important même, je serais tenté de dire, parce que c'est le rapatriement de talents au niveau européen et au niveau français.
C'est donc quelque chose, ça bouge, et ça bouge dans le bon sens, et ça montre bien que quand il y a une volonté, on trouve le chemin, et on réussit à faire des choses. Merci beaucoup Maurice Lévy d'avoir été avec nous ce soir depuis Davos. Et voilà, et puis bien sûr, on retrouvera ce rendez-vous Vivatech à suivre évidemment sur BFM Business. Ce sera en juin prochain. Et toujours dans les allées de Davos, Nathan Coquimpo a pu croiser Arthur Mensch. Vous savez, c'est le fondateur de Mistral. Il lui a justement parlé de ce centre IA qui va ouvrir à Paris. Et on l'écoute tout de suite. De manière générale, plus il y a de talent au même endroit, mieux c'est pour les entreprises, que ce soit pour Mistral ou pour les nouvelles startups qui se lancent. Donc, tout ce qu'on peut faire pour retenir les Français et les faire et les convaincre de travailler pour des sociétés européennes va dans le bon sens. Et juste cette bulle IA, est-ce que vous êtes quand même prudent là-dessus ? L'IA, c'est une technologie qui va complètement changer la manière dont l'économie fonctionne. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire parce que c'est une technologie qui coûte cher à construire. Beaucoup d'investissements à faire parce que c'est une technologie qui a une empreinte physique significative. Ça tourne dans des data centers qui prennent beaucoup d'électricité. Donc je pense que c'est des investissements qui est très raisonnable de faire. Ensuite, il faut le faire. Il faut savoir que ça prend du temps à déployer dans les entreprises. Donc il faut le faire en faisant en sorte d'avoir un retour suffisamment rapide pour justifier d'en investir. Donc c'est ça le sujet, c'est où est le curseur entre est-ce que je déploie trop vite, est-ce que je déploie pas assez vite. Ensuite on met chacun nos curseurs à l'endroit qu'on choisit. Nous on pense que notre stratégie qui consiste à déployer quand même pas mal de capital dans les années qui viennent, mais on l'a levé donc on arrive à le faire. On considère que c'est le bon curseur, on verra ce que l'avenir nous dira. Voilà, Arthur Mensch et toutes les stars de la tech sont sur BFM Business à l'occasion de ce grand sommet de Davos, à retrouver bien évidemment demain tout au long de la journée. 20h50, on va parler de TCL maintenant qui était présent bien sûr au CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Avec Christophe Hierolimos qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Christophe. Bonsoir François. Vous êtes directeur des opérateurs télécoms chez TCL. Merci d'être avec nous, parce que TCL, bien évidemment, c'est la télé, c'est les objets connectés, mais c'est aussi les télécoms. Absolument. Voilà, et tout cet écosystème. Merci d'être là. Première question qui rejoint l'actualité, puisque hier, on a eu vent de cette association entre le géant de la télé japonaise Sony et TCL, puisque TCL est un énorme fabricant de télévision. Visiblement, il va y avoir une société commune créée, puisque TCL va fabriquer les futurs télé Sony, c'est ça ? Alors, je ne vais malheureusement pas pouvoir commenter trop en détail. Effectivement, il y a un protocole d'accord qui est en discussion, en négociation, qui devra signer au mois de mars sur éventuellement une co-entreprise entre les deux sociétés et qui pourrait déboucher sur cette co-entreprise début 2027. Donc, on est vraiment au début d'un processus à tel point que je ne peux pas trop commenter, si ce n'est que effectivement Sony, marque très forte dans le domaine de la télé, TCL, un industriel très puissant, à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue supply chain, d'un point de vue R&D. Donc, l'association des deux, quelque part, fait beaucoup de sens. Oui, c'est vrai. Avec, je crois, 51% des parts pour TCL et 49% pour Sony. On aura l'occasion, sans doute, un petit peu plus tard dans l'année, de commenter cette information qui est quand même assez importante. Christophe, vous étiez bien évidemment au CES avec beaucoup de choses qui ont été annoncées. Alors, vous êtes venu ce soir sur le plateau avec des produits. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, je vois une paire de lunettes. Oui, entre autres, on va parler des lunettes, mais pas que. Mais pas que. On a présenté toute une série de produits sur un très grand stand. On avait un des plus grands stands au CES, de plus de 2800 mètres carrés. Mais comme chaque année d'ailleurs. Comme chaque année. Toujours un peu plus grand chaque année. C'est l'occasion de présenter l'écosystème très très vaste de TCL à nos partenaires, à nos clients et à nos consommateurs. Alors, plusieurs axes. Le premier axe, ça a été une technologie qu'on appelle Next Paper chez TCL. Vous aviez hier, sur un interview, j'entendais le responsable de la marque Chris, vous savez, les lunetiers qui parlaient de la problématique de l'exposition aux écrans et sur lesquels ils travaillent. Et on a travaillé, nous aussi, TCL, depuis quelques années sur cette problématique en lançant une technologie qui s'appelle Next Paper, qui permet d'augmenter significativement le confort d'utilisation des écrans. Donc, moins pushy. Alors, c'est ça. Next Paper, c'est, dans un premier temps, on limite la lumière bleue, on la limite à 80%, on enlève 80% de la lumière bleue. Dans un deuxième temps, plus de reflets, plus de scintillement.
et une dalle très très mate qui augmente significativement le confort d'utilisateur. On y a même rajouté un petit bouton, alors sur nos tablettes et sur nos smartphones, qui permet de passer en mode détox digital. C'est-à-dire que non seulement on peut passer d'un mode full couleur à un mode noir et blanc pour lire un article ou un bouquin, mais en plus, on peut limiter toutes les notifications qu'on reçoit et qui nous perturbent en permanence. Donc, cette technologie, on l'intègre sur du smartphone, on l'intègre sur des tablettes et sur des notebooks numériques, par exemple. Donc, c'est vraiment le cœur de la technologie qu'on intègre sur une gamme complète de produits. Avant de parler des lunettes, un mot justement de vos relations avec les opérateurs. On ne vous voit pas énormément, enfin les opérateurs ne communiquent pas énormément et met en avant des partenariats avec TCL. Vous voulez que ça change en fait? Aujourd'hui, vous voulez devenir un acteur important dans le monde de la téléphonie mobile, des smartphones? Alors, TCL est un acteur avec un portfolio de produits très très large. Oui, bien sûr. On part de la télé, on va au-delà. Je crois qu'il y a même de l'électroménager en Chine. L'électroménager qui arrive en Europe également. Qui arrive en Europe, ouais. Et dans le domaine des télécoms, on fait des smartphones, des tablettes, des lunettes, des produits Internet aussi, des box Internet, probablement moins visibles au niveau de la marque, et puis des wearables, des montres pour enfants par exemple. Vous avez reçu il y a quelques temps. Tout à fait, avec Bouygues Télécom, le partenariat avec Bouygues. Donc effectivement, on collabore à la fois avec les opérateurs et à la fois aussi avec les réseaux classiques. Mais vous pensez à arriver à vous faire une place au soleil dans le monde du smartphone qui est hyper encombré aujourd'hui? Beaucoup de smartphones se ressemblent, il faut vraiment apporter de l'innovation pour essayer de tirer son épingle du jeu. Alors dans le monde du smartphone spécifiquement, on a une approche qui est... aujourd'hui, il y a deux acteurs qui trustent une grosse partie du marché, qui agrègent Apple, Samsung. TCL, nous, on se focus sur ce que je vous disais précédemment, la technologie Next Paper, parce qu'on a une vraie valeur ajoutée, un vrai différenciateur qui est très important pour nous, et c'est vraiment là-dessus qu'on focus. On focus aussi beaucoup sur rendre la technologie accessible à tous. Par exemple, en France, l'année dernière, on a focusé sur la transition 4G, 5G au niveau du smartphone chez les opérateurs, et ça a très bien fonctionné. On a atteint des parts de marché de l'ordre de 30% en France, avec des partenaires opérateurs qui étaient très contents, et une position numéro 1 sur l'entrée de gamme, puisque c'était la démocratisation de la technologie. So, étape numéro 1, ce que je vous ai dit en 2025, l'entrée de gamme, la transition, et aujourd'hui une montée en gamme avec la technologie Next Paper qu'on va déployer et sur laquelle on va extrêmement communiquer. Je rappelle par ailleurs que TCL, depuis peu, est partenaire majeur des Jeux Olympiques. Notre marque va être visible partout, au niveau global, niveau local, jusqu'en 2032. Donc les Jeux Olympiques. Donc, JO d'hiver et JO d'été de Los Angeles. Et on commence dans 15 jours en Italie, à Cortina. Très bien. Parlez-nous de ces petites lunettes connectées que vous avez apportées, parce que c'est vrai que vous êtes très innovant et pour vous suivre, notamment au Mobile Congress de Barcelone chaque année, ça fait longtemps que vous sortez des lunettes qui proposent d'ailleurs diverses fonctions. Il y a des lunettes qui transforment en fait votre vision en salle de cinéma. J'ai vu ça. Et là, vous avez apporté ces lunettes-là qui font quoi en fait? Elles servent à quoi ces lunettes? En fait, on a deux catégories de lunettes et la lunette est un sujet très intéressant. La première catégorie, c'est ce que vous disiez. C'est un écran dans la poche. Ça permet de se connecter à son smartphone et dans l'avion ou dans le train, en mobilité, d'avoir un écran de 150 pouces. C'est extraordinaire, c'est immersif, c'est très simple. Que ça va diffuser ce que diffuse l'écran du smartphone, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile et très utile. La deuxième catégorie, c'est les lunettes de réalité augmentée, bien sûr, où là, TCL a annoncé des produits sur le salon, en particulier un produit de X3 Pro sous la marque Reneo, qui est une marque qui fait partie du giron de TCL, où là, on parle de réalité augmentée. Et avec des cas d'usage très intéressants, en couplant la capacité du hardware et l'intelligence artificielle, on arrive à avoir des cas d'usage incroyables. Par exemple, la traduction en temps réel du chinois. Vous êtes au CIS, on l'a utilisé, on peut converser avec des Chinois ou avec des gens de langues différentes d'autres langues en temps réel. Et ça, c'est vraiment un cas d'usage vraiment impressionnant. Ça fonctionne très, très bien. Mais est-ce que ça va sortir en France un jour, ce type d'appareil? Alors, c'est déjà disponible online en France, bien sûr, depuis quelques mois. Ça reste encore confidentiel, de niche, confidentiel, mais ça va accélérer, en particulier avec des partenariats avec des opérateurs dans le futur. Et ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 va être également d'intégrer la connectivité complètement dans les branches des lunettes, à savoir une carte SIM ou une eSIM
pour ne plus être dépendant de la connectivité donc smartphone. on n'aura plus besoin du smartphone, tout sera dans les lunettes. On n'aura plus besoin du smartphone. Aujourd'hui, c'est le produit que je vous évoque, on a besoin du Wi-Fi et c'est disponible. Demain, à quelle échéance? Probablement fin 2026 ou début 2027, on sera capable d'être totalement autonome. Absolument. Un peu comme les montres connectées qui sont autonomes avec leur puce 4G. Montre connectée d'ailleurs qui est un sujet majeur pour nous, je ne sais pas si on va en parler, mais... on n'a plus le temps. Mais on en avait déjà parlé avec Bouygues Telecom, bien évidemment, mais on aura peut-être l'occasion d'évoquer tout cela. On sera au Mobile World Congress de Barcelone, je pense que vous aussi, vous y serez. Absolument, je vous donne rendez-vous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe Hierolimos. Vous êtes le directeur général, vous êtes directeur des opérateurs télécoms chez TCL. Absolument. Merci d'être venu pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne. Replay podcast de cette émission si vous avez manqué un bout qui vous attend dans quelques minutes. Et puis demain à cette même place, pour terminer la semaine, ce sera Frédéric Simotel. D'ici là, très belle soirée. Merci de nous suivre et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.